Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne à l'animation de Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Allô Jean. Ça va bien? Ben ça va très bien. On est le lendemain du budget du gouvernement du Québec. On va en parler avec la députée Lorraine Richard dans les prochaines minutes. La députée de Duplessis ne voit pas grand-chose d'intéressant pour sa région. Là, il y a quand même des annonces spécifiques pour Internet haute vitesse partout en Basse-Côte-Nord. Également pour protéger contre l'érosion des berges, là, des sous qui devraient aller du côté des municipalités. Elle déplore toutefois l'absence de fonds pour le quai municipal de Port-Cartier et pour le prolongement de la route 138. La députée Lorraine Richard en réaction au budget sur nos ondes à 12h15. On va en parler aussi un petit peu du budget avec la représentante, la PDG, en fait, de l'Association minière du Québec. C'est le regroupement des compagnies, là, comme Arcelor et Rio Tinto font partie de cette association. Elle croit qu'il faut continuer du côté du gouvernement de travailler, d'investir, de soutenir l'industrie minière. C'est en train de reprendre. On le voit dans les statistiques. L'Institut de la statistique a publié des chiffres hier matin. Donc, en Abitibi, notamment, la reprise là est palpable en 2016. Les statistiques de l'année 2016. Ça faisait quand même depuis 2012 que les investissements miniers étaient en chute libre au Québec. Sur la Côte-Nord, ça continue de baisser. En tout cas, ça a été le cas en 2016. On va en parler avec José Méthode, PDG de l'Association minière du Québec. Également, on va parler de la Ligue d'impro. On est en pleine saison, hein. On le sait, le modèle de la Ligue d'impro. On s'est basé sur notre sport national au Québec quand on a créé ça, quand on a inventé ça. Et la Ligue nationale arrive en série. La Ligue d'impro de Sept-Îles aussi. Tout à fait. Écoute, les séries, ça commence demain dans la Ligue d'improvisation de Sept-Îles, aussitôt que ça. Là, donc, t'es nerveuse, hein? Moi, je suis nerveuse, Tu joues en demi-finale demain, quoi? Oui, demain, c'est le match demi-finale avec l'équipe dans laquelle j'ai évolué cette année, les Noirs. Ouais. On va affronter les Rouges. Ensuite, il y aura une autre demi-finale. Et les deux équipes qui vont en sortir gagnantes de ces deux demi-finales-là vont s'affronter à la fin du mois d'avril, un samedi soir en finale. Et entre tout ça, il y aura plein d'activités avec la liste. Il y a des tournois aussi. Il y a déjà 2 tournois qui ont été faits. Oui, vous avez de Matane, d'ailleurs. Oui, exactement. Moi, je suis allée à Matane en fin de semaine. Et c'est toute une expérience pour des joueurs d'impro. Tu sais, comme des équipes de sport vont en tournoi, puis on dit c'est important de voir d'autres joueurs, d'autres styles de jeu, puis c'est pour s'améliorer aussi. Ben c'est la même chose avec des joueurs d'impro. Moi, c'est ma première année, puis de jouer avec des gens qui ont tellement d'expérience, ça fait toute la différence. C'est-tu, même comme dans les sports, dans le fond, même si c'est du théâtre, c'est-tu aussi compétitif? On veut gagner un peu quand même, là, comme ici localement, tout le monde se connaît, c'est des amis, on improvise ensemble. Tu sais, moi, je te ferais pas à croire que je voudrais pas gagner, là. C'est sûr gagner, que c'est sûr et certain que j'aimerais ça gagner. Puis... Ben ouais, tout à fait. Mais l'esprit de camaraderie est vraiment là. C'est vraiment, tu sais, c'est de jouer ensemble. Surtout, c'est d'inventer des histoires ensemble. Donc bref, on va parler de tout ça. Puis il y a eu la Ligue d'impro junior aussi, la grippe, pour une demi-saison depuis le début de 2017. On pourra en jaser avec Marie-Claude Dubé, qui est membre du CA de la patente et responsable de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles aussi. Oui, et puis en fin d'émission, on est au cœur actuellement de la semaine québécoise des popotes roulantes. Le Centre d'action bénévole de Port-Cartier va nous rappeler que les personnes en perte d'autonomie, là, c'est beaucoup des personnes âgées, des aînés, et des services comme la popote roulante, c'est précieux. Ils peuvent rester à leur maison, chez eux, dans leurs affaires, là, plus longtemps grâce à ce genre de service. À Port-Cartier, c'est le Centre d'action bénévole qui l'offre. La directrice Laurentia Bond sera avec nous. Du côté de cette île, là, malgré les déboires du CAB, ce service-là est maintenu. La bouffe est préparée par Mel Traiteur à cette île et c'est le Centre intégré de santé et de services sociaux qui donne ce service-là. Donc, la semaine québécoise des popotes roulantes, ça existe, c'est cette semaine et on va en parler avec Madame Laurentia Bond de Port-Cartier en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Ben oui, le budget 2017 du Québec pourrait avantager la Côte-Nord avec des mesures de soutien aux industries forestières et minières. Il maintient les investissements dans le plan Nord et le virage numérique. Le gouvernement accorde des crédits d'impôt aux compagnies forestières. Il va investir davantage pour lutter contre la tordeuse de bourgeons également. Québec réserve 10 millions de dollars sur 2 ans pour rendre Internet haute vitesse accessible partout en Basse-Côte-Nord. Le gouvernement consacrera 60 millions de dollars pour le développement social des communautés autochtones. Le ministre a annoncé aussi hier des dépenses pour la pêche au saumon, le tourisme et également la prévention face à l'érosion des berges. Il y a une enveloppe réservée pour la Côte-Nord également. Notre région bénéficiera également de l'argent prévu dans les infrastructures, le réseau collégial, en santé, en éducation. Du côté du développement économique, l'Union des municipalités du Québec accueille favorablement plusieurs mesures pour stimuler la croissance de l'économie des régions. Le gouvernement prévoit consacrer 1,2 milliard de dollars sur 5 ans pour son nouveau fonds de développement des régions. D'autres réactions, on aura entre autres celle de la députée de Duplessis, la députée péquiste Lorraine Richard, dans quelques instants. Et parlant de réaction, d'ailleurs, il y a le syndicat de la fonction publique du Québec qui calcule que les baisses d'impôts électoralistes annoncées hier ont un impact négatif sur les services offerts à la population de la Côte-Nord. La présidente régionale Hélène Chouinard craint d'autres pertes d'emplois. Elle rappelle que depuis l'élection du gouvernement de Philippe Couillard, les effectifs de la fonction publique ont baissé de 7% sur la Côte-Nord. La fermeture du bureau du ministère de l'Éducation à Sept-Îles et des pertes d'emplois à la SAAC, au ministère de l'Environnement et la CNESST sont des effets directs des décisions budgétaires du gouvernement libéral, selon le syndicat. Le ministère des Transports dépensera 314 millions de dollars dans le réseau routier sous sa responsabilité sur la Côte-Nord au cours des 2 prochaines années. 161 chantiers sur nos routes sont prévus. La route 389 recevra les investissements les plus importants. Des améliorations majeures sont prévues sur la route 138 entre Tadoussac et Bergeronne, de même que dans le secteur Franklin-Godbout. Une dizaine de chantiers sont prévus sur le territoire de la ville de Sept-Îles au programme de travaux routiers 2017-2019 du gouvernement du Québec. Des remplacements de ponceaux s'effectueront notamment dans les secteurs Galix et Matamec, de même que de l'asphaltage sur la route 138 entre la rivière du Poste et le parc Ferland. Les futurs locataires du nouveau bâtiment de 60 logements pour aînés près de l'église Marie-Immaculée ont visité les lieux pour la première fois hier. Ils ont signé leur bail avec l'Office municipal d'habitation de Sept-Îles et pourront déménager le 1er mai. L'édifice, érigé au coût de 10 millions de dollars, comprend 45 logements de 3 pièces et demie et 15 de 4 pièces et demie. La ville de Sept-Îles a contribué pour 2 millions de dollars. Le gouvernement du Québec a financé 80% des travaux. RIC Construction a œuvré comme entrepreneur général sur le chantier. Une centaine de personnes autonomes âgées de 55 ans et plus y trouveront logis selon 2 types d'ententes, soit subventionnées pour des gens à faible revenu ou à loger fixe pour des personnes plus fortunées. Ben voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. La députée Lorraine Richard est avec nous dans quelques instants. Attitude. Orange, la couleur que prendra cette île du 4 au 7 mai prochain, alors que la visite de partout au Québec débarquera en ville. Ce sera la 39e édition du tournoi de volleyball Orange Alouette. Ne manque pas ça, inscris ton équipe d'ici le 6 avril en ligne au www.tournoi-orange.com. Il en coûte 320$ pour les équipes adultes de 6 à 8 joueurs ou 360$ pour celles de 9 joueurs. Pour les formations de moins de 18 ans, l'inscription est au montant de 220$. L'inscription comprend l'entrée sur les sites et au volley-bar, l'endroit de party et de spectacle pour les 18 ans et plus. Au plaisir de vous avoir avec nous du 4 au 7 mai pour le 39e tournoi de volleyball Orange Alouette. Traditionnelle ou crémeuse? Vérité ou conséquence? Quit ou Plattsburgh? Vous êtes prêts pour plus de choix? Pendant l'événement Mon Choix de Nissan, faites le choix du Rogue S offert à 254$ par mois pendant 39 mois. C'est comme payer 59$ par semaine grâce au rabais Mon Choix inclus. Ou choisissez le crédit pièces et accessoires de 1950$ sur les Rogue. Comptant initial de 1495$ requis, des conditions s'appliquent. Visitez choisisseznissan.ca ou votre concessionnaire Nissan.
J'ai vraiment hâte aux séries de la Coupe Stanley. Je veux rien manquer. Je vais suivre tout ce qui se dit sur le Canadien à la télé, les journaux à la radio, sur le web. Mais c'est pas facile d'être un vrai fan. Ça peut être facile. Avec absolumentfan.com, toutes les nouvelles de hockey sont là. Hey, c'est pas facile, hein, d'être aussi bien informé? Absolumentfan.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va revenir sur le budget déposé hier à l'Assemblée nationale du Québec pour la prochaine année, mais aussi sur d'autres sujets d'actualité avec la députée Duplessis. Lorraine Richard, bonjour. Bonjour. Le budget hier, là, beaucoup de choses quand même, hein, dans un budget comme ça. Il y a plein d'affaires à regarder pour voir l'impact dans le comté de Duplessis, à Sept-Îles, Port-Cartier. Pour vous, de façon générale, là, ça semble un bon budget pour la région? Ben, tout d'abord, je voudrais que c'est un budget préélectoral. Pour la région, moi, écoutez, j'essaie de trouver du positif. Au-delà d'Internet à haute vitesse, c'est 10 millions pour la Basse-Côte, pour 14 communautés. Pour moi, c'est nettement insuffisant, là. Et vous savez que le diable est dans les détails. Souvent, on annonce des montants astronomiques. Quand on décortique, c'est sur 5 ans. Donc, écoutez, ils redonnent un peu. Ils ne redonnent pas tout. Ils redonnent un peu ce qu'ils ont pris, entre autres, en santé, en éducation. Là. C'est deux priorités, selon moi. Là, on doit pas... Il y a eu des dommages collatéraux. Là, les gens, écoutez, qui n'ont pas eu accès à des services, ou les élèves en difficulté qui n'avaient pas le soutien nécessaire parce qu'on a mis du personnel à pied ou autre. Là, il y a quand même eu des dommages. Et donc, c'est un budget où ils essaient de rattraper leurs erreurs. Ces jours-ci, on parle beaucoup de développement économique, là, de soutien aux PME, tout ça. On parle justement d'1,2 milliard de dollars pour le développement régional, le fameux fonds de l'autonomie des régions. Ça, c'est vraiment sur 5 ans. Là. À court terme, il n'y a pas grand-chose quoi pour le développement économique régional? Non, à court terme, écoutez, c'est 30 millions pour le développement économique régional. Il faut savoir que c'est toutes les régions du Québec. Donc, pour notre région, c'est environ 2 millions. Je vous dirais que ça semble être un budget pour les deux îles, l'île de Montréal et l'île de Madeleine. Il faut savoir que notre région, nous demandons depuis plus d'1 an un accompagnement du gouvernement, une aide financière pour un fonds de diversification économique, pour reconnaître nos spécificités. On n'a rien à ce niveau-là, mais il y a quand même 18 millions parce qu'ils reconnaissent les spécificités des îles à Madeleine, le caractère unique, donc pour soutenir financièrement. Et je pense que la Côte-Nord a un caractère unique, et en Basse-Côte-Nord particulièrement. Donc la Côte-Nord, nous sommes oubliés dans ce budget. Oui, c'est difficile pour le commun des mortels de comprendre tout ça, de décortiquer, là, mais il semble y avoir plein d'argent pour la Côte-Nord, Madame Richard, là. Vous avez mentionné Internet haute vitesse en Basse-Côte. Il y a des mentions spécifiques pour la protection, là, mieux comprendre pour l'érosion des berges. On a annoncé même le conseil là des compagnies forestières, là, le regroupement des compagnies forestières, le regroupement de l'Association minière du Québec réagit positivement. Il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient rapporter à la Côte-Nord. Non, dans le tourisme, par exemple, là, on a annoncé des sommes importantes, 70 millions de dollars par la ministre Boulet dimanche dernier. La Côte-Nord peut aller en chercher plein dans tous ces domaines-là. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu que le diable est dans ces détails. Moi, je vais vous dire ce qu'on avait besoin puis ce qu'on n'a pas. Là. Ça va être simple pour monsieur, madame, tout le monde. Le quai de Port-Cartier, là, ça fait des années qu'on demande. Il n'y a rien. Il va entendre quoi? C'est un budget de pré-campagne électorale. Il va entendre l'année prochaine au prochain budget favoriser une candidate libérale. Le gaz naturel, écoutez, on fait mention de certains endroits que ça fait combien de temps qu'on demande une desserte et qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, une desserte en gaz naturel. Il n'y a rien non plus. La route 138, à tous les années, ils nous parlent qu'ils vont désenclaver la Basse-Côte. Il n'y a rien à ce niveau-là. Un fonds de diversification économique comme ils ont donné aux îles à Madeleine, il n'y a rien chez nous pour ça. Donc, moi, ça me déçoit, là. Écoutez, même les gens de la Basse-Côte, ils disent, là, 10 millions, oui, je veux bien. Je salue, c'est un premier pas. Mais 10 millions pour 14 communautés pour être reliés à Internet, là, pour avoir un système à haute vitesse, c'est nettement insuffisant. Et vous savez, dans le budget du fameux plan Nord, parce que si vous avez vu, là, il n'en parle plus, hein. Écoutez, sur les sommes allouées, là, il y a 19 millions qui s'en vont pour un institut nordique à Québec, là. À Québec. Donc, ça n'a aucun bon sens, là. Ils donnent 8 millions à Québec, 10 millions à Montréal, puis nous autres, c'est 30 millions pour toutes les régions. Donc, c'est l'abandon des régions, c'est l'abandon de certains projets pour lesquels les gens sont en attente. Au-delà des deux mesures que vous avez énumérées, soit l'érosion des berges et Internet
Internet à haute vitesse en Basse-Côte-Nord. Le reste, je m'excuse, mais il n'y a rien de concret, là. Ça peut pas être caché à quelque part. C'est sûr que le gouvernement peut pas, une fois par année, émettre un budget, puis tout est là, toutes les annonces sont là. Il y aura d'autres annonces au courant de l'année. Comme le quai municipal de Port-Cartier, c'était attendu, vous êtes certaine qu'il est pas dans ce budget-là. La route 138, il y a 0 pour prolonger en Basse-Côte-Nord. Le soutien d'urgence au PME demandé autant à Havre-Saint-Pierre, à Sept-Îles qu'à Port-Cartier, il y a 0 puis une barre aussi, là. Vous avez tout à fait raison. Ce qu'ils injectent en santé et en éducation, là, c'est en deçà, bien en deçà des coupures pour lesquelles le gouvernement libéral nous a amenés dans un contexte d'austérité à tout prix. Et il y a eu des dommages, là. On a mis des gens à la porte, on a manqué de services. Donc, il faut un petit peu de saupoudrage. Mais la région de la Côte-Nord, moi, je dis, elle est totalement oubliée. Écoutez, c'est pas énorme, là. Même pour l'érosion des berges, là, c'est 4 millions qui vont venir en aide aux villes. Mais j'espère qu'on va avoir des actions concrètes, que ce ne sera pas des vœux pieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ça fait les grands titres, là. On annonce un 47 millions, un 100 millions. Mais comme je vous l'ai dit, quand on décortique, il y a des sommes, c'est à peine 2 millions cette année, là. Et c'est toujours sur 5 ans, là. Fait que oui, on annonce des gros chiffres, mais dans le quotidien des gens, ben, même les baisses d'impôts, là, vous l'avez vu. Quand on le calcule, ça donne à peine pour se payer un café par jour, là. Moi, je reste sur mon appétit par rapport aux besoins. Le 60 millions pour le développement social des Autochtones, j'imagine qu'on va en ramasser un petit peu dans le comté de Duplessis. On a tant de communautés Inuits, là. Mais comme je vous dis, encore là, on a 7 communautés autochtones sur le territoire. On verra comment ces sommes-là seront ventilées. C'est sûr qu'ils reconnaissent certaines erreurs. Ils ont injecté un petit peu partout. Mais concrètement, vous le savez, qu'est-ce qui se passe dans la région de la Côte-Nord? Bon, écoutez, c'est des PME qui ferment. On demande de l'aide depuis un bon bout de temps et que les Îles-Madeleine aient une aide de 18 millions pour soutenir leur économie et que la Côte-Nord, parce que faut savoir sur le gouvernement libéral, écoutez, quand le prix du fer était à la hausse, vous entendiez parler de la Côte-Nord, ils étaient un petit peu partout pour le plan marketing. Maintenant qu'on a des difficultés, le gouvernement libéral est pas au rendez-vous pour soutenir notre économie nord-côtière et ça, c'est extrêmement désolant, là. Donc, les vrais cadeaux, ils vont venir dans un an, quoi. On sait que l'élection au Québec, c'est le 1er octobre 2018. Dans le budget dans un an, ça devrait être là qu'on va annoncer plein d'affaires, là, finalement. Peut-être le quai municipal de Port-Cartier, entre autres. Ben, c'est sûr que moi, je demeure convaincue que le quai municipal va refaire surface l'an prochain avec une annonce, parce qu'ils vont favoriser la candidate libérale avec une annonce. Ça prend quelque chose, hein, quand on s'en va en élection. Et par le passé, ils ont fait beaucoup d'annonces qui se sont pas concrétisées non plus. Donc, faire au Québec à Port-Cartier, dira-t-on. Pardon? Donc, faire au Québec à Port-Cartier, vous dira-t-on. Exactement. Et ces jours-ci, moi, je travaille. Écoutez, il manque une somme importante là, pour le CPE à Port-Cartier. Je travaille là-dessus. On a des problèmes au niveau d'une bleuetière dans mon coin de pays. C'est des PME là, qui ferment. Donc, ce gouvernement-là n'est pas à l'écoute là, du tout de la Côte-Nord. Ils étaient pas à l'écoute, mais ils en parlaient quand ça faisait leur affaire pour promouvoir leur fameux plan Nord. Est-ce qu'on fait le lobbying de bonne façon, Madame Richard? Présentement, là, on vient de former à Sept-Îles un collectif appelé Sept-Îles Agir Avenir. On vous a pas invité à en faire partie. On n'a même pas invité les élus, le maire de Sept-Îles. Est-ce qu'on travaille de la bonne façon pour aller chercher le maximum à Québec actuellement? Bon, écoutez, moi, ce que j'ai toujours déploré dans ma région, c'est que les gens ne travaillaient pas en concertation. Vous savez, moi, quand je travaille un dossier, je dis que c'est tout le monde ensemble qu'on peut y parvenir. Et quand je le fais, je regarde pas de quelle couleur sont les gens autour de la table. Je regarde l'objectif que nous avons. Donc, je salue cette initiative. Je demeure disponible s'ils ont besoin. Mais je pense qu'une réelle concertation d'un milieu qui veut se prendre en main envoie un message clair au gouvernement en place que nous sommes des incontournables. Malheureusement, quand des gens importants sont pas autour de la table, pour moi, en tout cas, ça n'a pas le même impact. Comme député, même si vous êtes dans l'opposition, vous auriez aimé être invité à un collectif comme ça, là. Il y a aussi, il semble y avoir aussi des conflits entre les milieux économiques et politiques en Mangani. Il y a toujours des guerres de clochers entre Sept-Îles et Bécomo. On manque peut-être de solidarité dans la région, c'est ça la réalité? Moi, je pense qu'il y a un manque souvent des fois de concertation, un peu aussi un manque de solidarité. Vous savez, on en vit souvent la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et pourtant, ils ont pas toujours la même opinion sur tout, mais quand ils
décide de faire un combat, il le fait ensemble. Et ça, je trouve ça dommage. Moi, je suis intervenue dans différents dossiers. J'ai été 18 mois en faisant partie d'un gouvernement du Parti québécois au pouvoir. J'ai livré la marchandise, j'ai travaillé avec des gens des différents partis. Ils savent, j'ai passé le message que je demeure toujours disponible pour aider le monde. Mais je pense qu'on devrait se concerter davantage. C'est le message que je lance à la communauté. En terminant, Lorraine Richard, là, comme députée de l'opposition, on va faire quoi dans la prochaine année? Les paramètres budgétaires sont connus. Il y a quand même des domaines où on peut aller chercher peut-être des projets intéressants. Je pense aux liens interrives, par exemple, pour mieux structurer notre industrie touristique sur la Côte-Nord et en Mingani. Il y a quand même des choses qu'on peut faire, qu'on peut aller chercher dans le cadre budgétaire actuel, là. Dans le cadre budgétaire actuel, ça va être un peu difficile. Peut-être que pour les liens interrives au niveau du tourisme, on va voir si on est capable. Mais moi, je vais travailler les différents dossiers. Comme je vous dis, je travaille présentement, avec les gens de Port-Cartier pour leur CPE, parce qu'il y a un manque important au niveau du financement. Mais un des principaux dossiers sur lequel je vais m'attarder, c'est sur la diversification économique. Parce que vous le voyez, là, la Côte-Nord, on ne tire pas notre épingle du jeu. Le prix du fer, ça remonte tranquillement, mais nos gens quittent la région, là, faute d'emploi. Donc, il faut diversifier davantage. Et moi, je vais l'étalonner. Même si je ne suis pas membre actif du collectif, je sais qu'éventuellement, on va travailler ensemble. On n'aura pas le choix, là, pour demander une aide réelle au gouvernement, parce que, écoutez, ça fait partie de la survie même de notre région, là. On peut pas attendre des années, là. Je vais quand même pousser pour de l'aide à nos PME, là. Je pense que ça passe par là, là. Et toutes les demandes de la région, là, pour devancer certains travaux, avoir un fonds d'urgence pour les PME, peut-être s'assurer, là, que les contrats du gouvernement vont à des entreprises locales et fournissent le maximum de retombées d'emplois locaux. C'est réaliste, ça, ces demandes-là? Oui, absolument. Écoutez, même chose pour la main-d'œuvre, là. Le peu de temps qu'on a été au pouvoir, c'est nous qui avons mis le comité par rapport à la main-d'œuvre régionale, là, que notre monde ait accès, justement. Moi, je travaille pour qu'on ait des gros projets en infrastructure, mais c'est pour que mon monde travaille. Donc, ça, c'est pas un dossier qu'on va lâcher. Il semble y avoir encore une idée, ce gouvernement, c'est de la centralisation. Vous savez, on a perdu des postes importants, là, que ce soit au ministère des Transports, au niveau de la Faune, au niveau d'Hydro-Québec aussi, il va y avoir des coupures. Et ces postes-là sont transférés bien souvent, écoutez, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. On le voit avec le projet Optilar. Donc, c'est sûr que je vais continuer à faire bataille là-dessus. La région ne peut pas continuer ainsi à se dévitaliser. Oui, il y a 314 millions, entre autres, là, pour des travaux routiers dans les 2 prochaines années. Si on peut en maximiser les retombées de ces contrats-là, ça serait déjà un plus pour la région? Oui, ce serait un plus si notre nom peut travailler sur les différents chantiers. Au niveau du ministère des Transports, c'est sensiblement les mêmes budgets que l'an passé. Vous savez, c'est plus difficile pour nous de s'y trouver parce qu'auparavant, et les libéraux ont changé la donne, auparavant, quand on avait les investissements au niveau du ministère des Transports, on avait le lieu et on avait la somme exacte qui était investie. Maintenant, ils nous font un signe de pièce, c'est entre temps et temps, 3 signes de pièce, c'est entre temps et temps. C'est extrêmement difficile, on n'est pas capable de quantifier les montants d'argent qui vont être investis à tel ou tel endroit, mais sur la somme globale, il n'y a pas eu de diminution tout au moins, mais comme moi je me serais entendu en tout cas certains investissements assez importants au niveau de la 138, parce que même le premier ministre, Philippe Couillard, le ministre responsable de la région, Pierre Arcan, en ont parlé encore récemment, ça semblait être une priorité. C'est une priorité dans les discours, ça ne semble pas être une priorité dans les actions. Ah ben ça va être une annonce dans un an, là, le vrai budget électoral. Absolument, le vrai budget pour 2018. Écoutez, ils vont ouvrir les valves comme on dit, et là, j'espère que les gens, ce que je souhaite, c'est que les gens, là, que ce soit des parents qui ont eu des élèves en difficulté, des gens qui ont eu des problèmes de santé, qui n'avaient pas accès à un médecin de famille, différents problèmes, ou ceux qui ont perdu leur emploi, là. Il y a une devise au Québec, hein, c'est « je me souviens ». Moi, je souhaite que les gens se souviennent, même en 2018. Écoutez, ça va être des promesses et des promesses, et là, un budget, là, comme on n'en aura jamais vu. Moi, j'espère que les gens vont se souvenir, parce qu'ils ont fait des choix, c'est-à-dire au nom de l'austérité qui a fait mal à tout le monde. Et même ce qu'ils injectent aujourd'hui ne suffit pas par rapport à ce qu'ils ont coupé auparavant. Eh bien, Lorraine Richard, députée péquiste de Duplessis, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous pour un retour sur le budget l'État 2017. Merci, c'est toujours un plaisir. Au revoir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord.
La production Traiteur Bistrot vous offre la gastronomie abordable à emporter selon vos besoins. Avec la boîte à lunch, un bon repas sans avoir à se déplacer pour vos convives et collègues. Peu importe l'événement, nous avons le menu approprié, livré à l'endroit de votre choix. Avec le cocktail dînatoire, la formule parfaite et décontractée pour vos 5 à 7 anniversaires et événements de toutes sortes, question de bien manger sans passer des heures à table. Événements, réunions, réceptions. La production Traiteur Bistrot a le service qu'il vous faut. Pour plus d'informations, visitez laproduction.ca 960-0960. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Valérie, on va parler de notre industrie minière sur la Côte-Nord. La reprise est lente dans notre région, mais ça reprend tranquillement là en Abitibi et dans l'ensemble du Québec. On a les statistiques de 2016 de l'industrie minière et on va en parler avec la présidente et directrice générale de l'Association minière du Québec, Madame Josée Méthode, qui est avec nous en direct par téléphone. Bonjour, Madame Méthode. Oui, bonjour, Monsieur Saint-Pierre. On a une belle petite neige à cette île. C'est la même chose en Abitibi aujourd'hui? En fait, on est à Québec, nous. Ah, vous êtes à Québec présentement. Mais c'est la même chose. C'est gris puis il y a une petite neige. Bon. Oui. Dites-moi, on a les statistiques, là. Une lente reprise au Québec. On parle d'une croissance de 2,5 %. C'est surtout du côté de l'Abitibi qu'il y a reprise. Il faut dire que c'est pas les mêmes métaux que sur la Côte-Nord, là. Ici, c'est tranquille encore, hein? Ça fait 4 ans que c'est tranquille chez nous. Ben, en effet, effectivement, on regarde au Québec lueur d'espoir. Hein, on est quand même, pour nous, c'est quand même une bonne nouvelle après les années là de baisse d'investissement minier. Cette année, on remarque une augmentation de 2,5 % au Québec. Malheureusement, comme vous le disiez, pour la Côte-Nord, la baisse continue. On parle de 6,5 % de moins que l'an dernier. Toutefois, je pense qu'il faut le noter, on peut se réjouir que les travaux d'exploration ont repris. Chez vous, peut-être pas au point où est-ce qu'on aimerait les avoir, mais quand même, après 2 ans, deux ans qu'il n'y a pas aucun travaux d'exploration qui se font sur la Côte-Nord, maintenant, il y a quand même un petit peu plus, pas loin de 7 millions de dollars de travaux d'exploration qui ont eu lieu chez vous en 2016. Donc, on se dit, c'est quand même une petite marque là d'une reprise, il faut le noter. Oui, mais après les 4 années plus difficiles, là, 3 ans vraiment plus difficiles qu'on a vécu, surtout depuis la fermeture de la mine du lac Bloom, là. Ici, là, on regarde depuis peut-être 6 mois, 8 mois, là, le prix du fer, ça se redresse vraiment. C'est un peu normal, hein, que l'effet soit pas direct, là. Le mois suivant, il n'y a pas des projets pour réouvrir des mines de fer quand le prix augmente comme ça, hein. Non, c'est ça. Il y a quand même un temps de réaction là, puis il faut aussi pouvoir être en mesure de voir est-ce que ce prix va se maintenir. Maintenant, on le sait là, on le dit à peu près 6 mois. Je crois que le prix a quand même augmenté. On a doublé le prix du fer sur les marchés l'an passé. Alors, on entend que ça se réactive. On l'entend. On n'a pas juste les statistiques d'Investissement Québec qui nous disent qu'effectivement, qui démontre, on a une preuve maintenant sur papier que oui, il y a eu des investissements qui se sont faits en 2016 au niveau en exploration, mais on l'entend aussi parce que les projets se réactivent. On entend les gens de Champion Iron Mines, par exemple, qui ont déposé une nouvelle étude de faisabilité en février sur leur projet pour repartir les opérations de la Bloom, qui disent, quand même, ça s'en vient intéressant pour eux. On parle de dépenses d'investissement au-dessus de 300 millions de dollars. Donc, c'est quand même intéressant. On nous dit que ces gens-là travaillent justement pour relancer les activités. On espère pour 2018. Donc c'est un petit peu d'espoir de ce côté-là. On le sait aussi qu'il y a Ménarneau. Qui également termine son financement, est en train de terminer tous ses dossiers pour ses autorisations environnementales, mais aussi qui est intéressé à partir de ses activités. Donc, pour la Côte-Nord, effectivement, quand on regarde les années passées, c'est pas très bon, mais il y a des lueurs d'espoir là, qui pointent à l'horizon. Il y a du graphite aussi, là. Il y a des investissements qui s'en viennent du côté de Bécomo. On le voit autant dans Champion, dans Mine Arnaud que dans Mine Graphite. Le gouvernement du Québec est toujours partenaire, essaye de faire sa part. Dans le cas de Mine Arnaud, il est majoritaire avec Investissement Québec actuellement. C'est une bonne façon de faire, vous pensez, pour aider justement au démarrage d'entreprises? Il faut que Québec soit présent, là.
pour aider le démarrage d'entreprise. Effectivement, ça donne de l'air à l'industrie pour avoir des projets chez nous. On le sait, puis par les années passées, le Québec avait perdu dans sa cote mondiale là, d'attractivité pour auprès des investisseurs. On a besoin de travailler pour établir cette cote-là et en même temps, bien, on veut relancer le plan Nord. Alors, les investissements du gouvernement, les travaux que le gouvernement fait pour aider justement à faire la promotion du plan Nord et à démontrer que on veut des projets miniers chez nous, bien évidemment, tous ces gestes posés-là aident à l'industrie minière du Québec. Oui, il faut pas arrêter. C'est un petit peu ça votre message cette semaine. Quand vous avez vu les chiffres, là, votre message, c'est de dire au gouvernement, il faut maintenir la cadence, continuer de soutenir l'industrie, parce qu'on n'est pas vraiment encore dans une relance. C'est un peu ça qu'ils disent les chiffres de cette semaine, là, ceux de 2016, les investissements miniers. Oui, tout à fait. Puis pour nous, c'est important de continuer la cadence. On l'a dit, ça fait quelques années. Vous le savez, au cours des dernières années, on a augmenté nos obligations. L'industrie minière a maintenant des modifications. La loi sur les mines a été modifiée en profondeur. La loi sur l'impôt minier a été modifiée en profondeur. On a des nouvelles obligations qui coûtent cher. Maintenant, on travaille avec le gouvernement pour simplifier les processus, pour justement attirer les investisseurs chez nous. Alors oui, effectivement, il y a des gestes qui ont été posés, mais il faut pas s'arrêter là. Il faut continuer et il faut que le gouvernement continue à poser des gestes pour aider l'industrie minière à venir s'installer au Québec. Il reste que le Québec reste dans le top 10 depuis plusieurs années, là, dans ce palmarès-là, des meilleurs endroits au monde pour investir. Est-ce que ça fait une différence, comme quand on parle du 8e au 6e rang, ou qu'on reste quand même en bonne position pour les investisseurs? C'est vraiment quelque chose qui peut faire une différence. Des fois, c'est dans les détails qu'on s'installe à un endroit plutôt qu'à un autre, quoi. Oui, tout à fait. C'est dans les détails. Puis on le dit, c'est plusieurs critères qui font en sorte qu'un investisseur va venir investir au Québec. Et quand on regarde les détails justement de l'Institut Fraser, on le voit que dans certains secteurs, par exemple, au niveau du régime fiscal, on a perdu des points. On en a gagné dans d'autres parce qu'on a des bons gisements au Québec, on a quand même certaines facilités, mais au niveau du régime fiscal, par exemple, on a perdu, on a eu de la perte de vitesse là, par rapport à d'autres juridictions minières. Nos processus d'autorisation environnementale sont laborieux ici, sont coûteux ici. Il faut trouver des façons de les simplifier. Alors, on travaille là-dessus. Oui. On est dans les mêmes conditions en Abitibi, sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment on explique là que l'Abitibi, la reprise est un peu plus rapide? C'est les gisements, c'est pas les mêmes métaux, les mêmes marchés non plus, hein? Tout à fait, là, on parle de l'affaire de Cadillac, donc on parle de l'or. Et là-bas, on sait très bien que le prix de l'or, là, ça fait quand même plus d'un an qu'il a repris dans la cote. Donc, quand on parle d'un prix de l'or au-dessus de 1200$ US pour l'once, ben c'est intéressant avec le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. On travaille en canadien, on vend l'or en dollar américain. Alors il y a une marge là qui vient aider énormément au gisement de l'Abitibi à bien travailler, à rendre les opérations productives et rentables. Ouais. Madame Méthode, quand même, est-ce qu'on pose les bons gestes là du côté du gouvernement au Québec actuellement pour soutenir l'industrie minière? Hier, il y avait le budget. Il y a quand même plusieurs mesures qui ont été annoncées hier qui répondent aux attentes de votre association minière du Québec, là. Oui, tout à fait. On travaille de très près pour trouver des façons de simplifier le régime de redevance minière parce que c'est quand même un régime qui est complexe à appliquer et on travaille également sur les nouvelles obligations. Je vous l'ai dit tantôt, on a beaucoup de nouvelles obligations qui sont apparues avec les modifications de la loi sur les mines. Maintenant, le gouvernement a entendu certaines de ces préoccupations-là et ont mis une mesure. Par exemple, on vient de nous on vient de rendre admissibles les frais, les coûts des dépenses liées à la consultation des communautés. On sait très bien que pour l'industrie minière, c'est important de consulter la communauté, c'est important de travailler avec la communauté, mais ça engendre des coûts.
Et maintenant, on vient de dire que ces dépenses maintenant peuvent être admissibles à l'impôt minier. Alors, ça nous donne un petit peu d'air frais là dans ce contexte-là. Oui, vous avez des demandes qui n'ont pas été répondues, d'autres gestes que Québec pourrait poser rapidement là pour accélérer la reprise qui serait si précieuse pour la Côte-Nord, là? Ben, tout à fait. En fait, on sait très bien qu'il y a des moyens. Faut simplifier nos processus. Faut nous aider. On parle de l'allègement réglementaire. Faut aider les projets à se développer ici. Ben, il faut trouver des façons de réduire les délais parce que les délais, c'est de l'argent. Les délais peuvent nous faire manquer une fenêtre d'opportunité économique et c'est très, très, très important dans le secteur minier. Puisqu'on est une industrie cyclique, il faut être prêt quand le cycle haussier est là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui donneraient l'exemple automatiquement de Ferro-Québec, là, un projet qui n'a pas marché justement, puis qu'on reproche au gouvernement du Québec que les délais ont peut-être été longs, là, la conjoncture était plus la même 18 mois plus tard après la décision. Ça fait que souvent c'est ça, hein. Même tantôt vous parliez de l'exploration minière, là, ça prend quand même 10 ans de développer une mine au Québec, hein. Ben oui, ça prend du temps et ça prend des gros investissements. Alors, il faut que ça soit reconnu et il faut qu'on trouve les moyens de faciliter les choses. Ouais, des fois ça prend même jusqu'à 25 ans dans le cas de Mine Arnaud. En terminant, Madame Méthode, dernier petit dossier local là ici à Sept-Îles-Port-Cartier. Il y a beaucoup de préoccupations autour de la négociation chez ArcelorMittal avec les métallos qui ont en main un mandat de grève. Est-ce que vous avez l'impression que le contexte n'est pas favorable au renouvellement des conventions collectives actuellement dans l'industrie du fer où on devrait passer à travers cette négociation-là sans trop de conséquences pour l'ensemble de la population et des commerçants dans le coin? Ben en fait, Monsieur Saint-Pierre, il faut comprendre que nous, à l'association, on ne se mêle pas du tout des dossiers, des négociations de vos membres, ouais. De nos membres. Alors, je ne ferai aucun commentaire sur ce sujet-là. Ben c'est parfait. Madame Josée Méthode, je rappelle que vous êtes présidente directrice générale de l'Association minière du Québec. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct aujourd'hui. Ben, ça m'a fait plaisir, Monsieur Saint-Pierre. Bonne journée. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. L'événement des 10 jours Mazda, ça donne le goût d'aller voir ça. Ah, j'ai hâte de voir ça. Jusqu'à 4500 $ de rabais à l'achat au comptant. 4500 $? Il faut que j'aille voir ça. Et 0% au financement à l'achat jusqu'à 84 mois sur modèle sélectionné. 0%? Ah ben là, je m'en vais voir ça. Et le système de navigation intégré sans frais. Le système de navigation? Hey, bougez pas, je m'en viens. Ou un crédit sur les accessoires d'origine Mazda. Ben, je vois bien ça maintenant que je suis là. Les 10 jours Mazda, c'est jusqu'au 31 mars. Des conditions s'appliquent, détails chez votre concessionnaire Mazda. La vie, ça n'a pas de prix, c'est vrai. Mais lorsqu'une personne qu'on aime nous quitte, il ne faut surtout pas laisser nos émotions guider certaines de nos décisions. Depuis plus de 30 ans, la Maison funéraire AGM est au service des familles. Et les services exclusifs qui y sont offerts ont été établis pour respecter vos volontés et votre budget. Être accessible et abordable, c'est beaucoup plus que de simples mots. La Maison funéraire AGM, 851 boulevard L'Or à Sept-Îles. 88 962 1011. Comparez et vous gagnerez. Les séries éliminatoires de la LNH arrivent à grands pas. Pour tout savoir sur le Canadien et les équipes qui se disputeront la Coupe Stanley, rendez-vous sur absolumentfan.com et écoutez les capsules Absolument Fan diffusées sur nos ondes en fin de journée. Vous serez les premiers informés avec absolumentfan.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On va parler d'improvisation pour les prochaines minutes ici dans Côte-Nord Attitude avec Marie-Claude Dubé qui est membre du CA de la troupe La Patente et également responsable de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles. Marie-Claude Dubé, bon midi. Bon midi Valérie. La saison, elle avance tellement qu'elle est terminée, la saison régulière dans la Ligue d'improvisation de Sept-Îles. Je pense que tout d'abord, on pourrait peut-être faire un petit bilan de cette saison-là. Comment ça s'est passé cette année dans la liste? Ben cette année, ça s'est très bien déroulé. On a eu une saison avec 4 équipes. Donc, on a commencé ça avec un gros camp de formation en retraite fermée une fin de semaine, ce qui a permis de souder les liens. Puis ensuite, on a enchaîné avec nos matchs, notre tournoi d'impro du Dindon Doré, des ateliers, tout ça. Et niveau achalandage là, pour le public, dirais-tu que l'impro est en bonne santé à Sept-Îles? Oui, on est chanceux. C'est notre 7e saison, puis le public est toujours au rendez-vous. Donc, peu importe, là, avant, on avait peur, exemple, s'il y avait un match
du Canadien, est-ce que ça allait nous nuire, puis finalement non. Les gens suivent leur équipe préférée, puis on est très contents de ça. Et là, mais la saison régulière, elle est terminée. Demain soir, c'est les séries qui commencent, là, on peut dire ça comme ça. Donc les demi-finales qui commencent. D'après moi, les joueurs doivent être nerveux à propos de ça. En fait, je peux parler en connaissance de cause. Là, je suis une joueuse, puis je commence à être un petit peu nerveuse là-dessus. Ça doit être comme ça année après année. Hein? Oui, c'est sûr. Les joueurs sont nerveux, mais ils ont hâte aussi. Ça donne des belles rencontres. Donc, demain, les Noirs contre les Rouges, la première demi-finale. L'autre demi-finale, la semaine prochaine, les Blancs contre les Bleus. Donc, tout le monde est bien excité. Effectivement. Puis, les équipes qui ressortiront vainqueurs de ces deux demi-finales-là vont s'affronter en finale à la fin du mois d'avril. Ça va être un samedi soir. Hein. Ça fait déjà quelques années que vous faites ça le samedi soir, la finale. Et au cégep de Sept-Îles aussi, parce qu'il y a plus de monde probablement qui vont voir ça. Oui, c'est ça. On avait un problème d'espace, un beau problème là dans le petit théâtre où on joue habituellement là pour la finale. C'est sûr qu'il y a un engouement plus grand, donc on accueille. Ça dépend des années là. Des fois, ça peut monter jusqu'à 250 personnes. Alors là, on fait ça dans le grand hall au cégep cette année. Donc un samedi, ça va être le 22 avril. Beaucoup d'ambiance. On n'est pas dans nos pantoufles habituelles, donc ça donne une belle énergie. Il y aura aussi, là tu l'as dit, demi-finale, il y en a une demain, il y en a une la semaine prochaine. La finale, elle est seulement le 22 avril, donc entre les deux, il y a des activités spéciales qui s'en viennent, hein? Oui, entre les deux, on va avoir le match spécial Stacky le Tour, donc une formule qu'on reprend à chaque année, là, animée par Yann Rivard, là, qui est un peu l'instigateur de ce projet-là. Donc, c'est pas un match habituel, c'est plus des sketchs, des petits numéros. Donc, on connaît pas encore l'alignement. Là, ça va être dévoilé sous peu. Ça va être le 13 avril. Et aussi, on va faire un match spécial, la liste contre les jeunes improvisateurs de la Ligue La Grippe. Donc, on va faire une partie, là, la liste contre eux. Ça aussi, ça risque d'être très intéressant. D'ailleurs, parlons-en de la grippe parce que depuis le début de l'année, c'est la première fois que ça arrive, une ligue jeunesse qui est parrainée, bien sûr, par la Ligue d'impro de Sept-Îles. Vous avez 4 équipes, je crois, dans la grippe. Il y a eu des ateliers, il y a eu des matchs. Comment ça se passe avec ces jeunes-là jusqu'à maintenant? Ça se passe très bien. Ils nous impressionnent tout le temps. Sont bons. Leur jeu est direct. Ils jouent beaucoup physique aussi. Leurs histoires sont belles. Donc, la formule, comment ça fonctionne, la Ligue, on alterne entre atelier et match. Il y a un peu moins de matchs que la liste, là, justement, pour leur permettre de se développer en atelier. On a une équipe de coachs là, qui sont des membres ou d'anciens membres de la Ligue d'impro. Alors, on a 18 jeunes cette année. Puis l'année prochaine, on va reprendre avec la saison complète. Ça devrait commencer au courant du mois de septembre. Et ça leur donne des belles expériences aussi. Ils ont participé, entre autres, au tournoi Triple A3. Il y avait quelques jeunes qui jouaient avec les adultes aussi. Ces jeunes-là doivent ressortir quand même. Ils doivent ressortir gagnants là, de tout ça, de ces expériences-là qu'ils prennent. Hein? Ah oui, c'est sûr. On le voit là, ils nous disent comment ils aiment ça après chaque atelier. Puis il y a une belle énergie entre eux aussi là, en dehors du match d'impro comme tel, là, dans les coulisses avant et après les ateliers là, il y a des liens qui se tissent. Puis l'âge varie aussi là, c'est de 12 à 17 ans. Fait que des fois c'est des jeunes qui se seraient jamais rencontrés là dans d'autres activités, donc ça donne l'occasion de se rencontrer aussi. Marie-Claude, année après année, la Ligue d'improvisation de Sept-Îles sort de Sept-Îles justement et s'en va en tournoi. Il y en a déjà 2 de fait cette année, un à Québec, un à Matane en fin de semaine dernière. Comme les équipes de sport, pour une ligue d'improvisation, pour des joueurs d'improvisation, ça doit être primordial justement de rencontrer des joueurs qu'on connaît moins en tournoi comme ça. Oui, ça donne l'occasion de voir un autre style de jeu, d'autres personnes qui font des histoires qu'on n'aurait jamais pensé aussi. Dès la première année, on a eu l'occasion de sortir en tournoi, puis ça nous a fait un grand bien là, pour faire progresser la ligue aussi.
Donc, cette année, on essaie en général de faire 3 tournois par année. Là. Cette année, il nous en reste un. Il nous reste Gaspé au mois de mai. Puis, l'équipe est en train de se former, justement. Et d'ailleurs, est né le tournoi du Dindon Doré. On en sera à la combienième édition en 2017? Ça va être la 4e édition, déjà. Et là, c'est l'occasion pour les gens de cette île de voir d'autres improvisateurs que ceux qu'on voit habituellement les jeudis soirs au Petit Théâtre. C'est ça, donc il y en a beaucoup que plusieurs joueurs connaissent déjà pour les avoir vus dans les tournois à l'extérieur. Donc il y a des liens qui se tissent aussi. Donc c'est les mêmes personnes qui gravitent. On en a aussi là qu'on connaît pas, c'est bien là qui intègrent. Donc on accueille en général 10 à 12 équipes de l'extérieur. Et Marie-Claude, je pense qu'en terminant, parce que oui, tu es responsable de la Ligue d'improvisation de cette île, mais tu as aussi un autre chapeau avec la troupe de théâtre La Patente qui sont en train de monter la pièce d'été. Mais là, je pense qu'il vous manque encore un comédien pour la pièce cet été. Oui, on a fait des appels à tous dans les dernières semaines. On a pas mal réussi à compléter notre équipe de comédiens, sauf qu'il nous en manque un là pour un des rôles principaux. Donc, on cherche un docteur dépressif, comique quand même. Donc, pas obligé d'être un vrai docteur. C'est un rôle de docteur, bien sûr. On cherche un homme d'âge adulte. OK. Donc, si jamais on est intéressé, pas besoin d'être comédien professionnel non plus. Puis ça peut être notre première expérience de théâtre. De toute façon, c'est toujours une expérience bien agréable, là, la pièce d'été avec La Patente. Oui, c'est ça, c'est l'esprit de gang. On fait des répétitions 1 à 2 fois semaine. Puis ensuite, on a le bonheur de présenter notre pièce à 10 reprises au courant du mois de juillet et du mois d'août. Parfait. Donc, on communique avec La Patente. C'est par la page Facebook, je pense que ça peut se faire, hein? Oui, par la page Facebook, c'est le meilleur moyen, ou par courriel à l'adresse lapatente@commerciallive.ca. Parfait. Sinon, on manque pas les demi-finales qui commencent dans la Ligue d'improvisation de cette île demain 20h au Petit Théâtre du Centre socio-récréatif Marie-Claude Dubé, membre du CA de la troupe La Patente et également responsable de la Ligue d'impro de cette île. Merci beaucoup. Merci. Attitude. On ne peut pas toujours éviter la publicité, mais les accidents du travail en mer, ça, on peut. Pour prévenir les chutes par-dessus bord et les blessures causées par des équipements comme les treuils, aménagez votre bateau de façon sécuritaire. Parlez, formez, agir. Un message de la CNESST. Pour McCafé, rien ne rime si bien que véritable, délectable, nouvelle danoise aux pommes et à l'érable et un latte. Ça rime pas, mais c'est vraiment bon ensemble. McCafé, le café autrement. Dans les McDonald's participants. On s'en va chez Pascal Automobile rejoindre Paul Bouffard. Salut Paul. Hey, chez vous débutez une grosse période de l'année. C'est sûr Valérie, nos inventaires sont à leur meilleur et les acheteurs peuvent choisir parmi les dizaines de modèles dont nous disposons. Des GM renouvelés comme la Cruze Hatchback, la Trax et même la GMC Acadia. Paul, est-ce que vous avez des offres intéressantes ces temps-ci? Sur la majorité de nos modèles, des taux de financement en achat ou en location aussi bas que 0%. Plusieurs sont aussi admissibles à des crédits de livraison, ce qui vient encore bonifier nos offres. Et là, on s'entend que ça, c'est très intéressant, mais en plus, j'ai entendu parler que vous donniez des entretiens sans frais. Absolument. Tous les GM livrés profitent d'un programme d'entretien sans frais, une économie additionnelle pour nos clients. Et là, je vous connais chez Pascal Automobile, il y a sûrement autre chose, hein? Ben oui, écoute, en mars, là, c'est l'événement camion. En plus, plusieurs catégories profitent d'une première mensualité payée. Et en plus, nous avons relancé la carte Visa GM pour accumuler encore plus d'économies. Dans le fond, il y a tellement d'avantages que le mieux, c'est d'aller vous visiter pour en savoir plus. Tu sais, il y a toujours les rabais, mais l'important, c'est de choisir le bon véhicule pour répondre aux bons besoins. Pour ça, j'invite les gens à venir rencontrer un de nos conseillers pour découvrir le renouveau chez GM. C'est une bonne idée, ça. On va aller vous voir chez Pascal Automobile au 109 Monseigneur-Blanche. Ben, on vous y attend. Les séries éliminatoires de la LNH arrivent à grands pas. Pour tout savoir sur le Canadien et les équipes qui se disputeront la Coupe Stanley, rendez-vous sur absolumentfan.com et écoutez les capsules Absolument Fan diffusées sur nos ondes en fin de journée. Vous serez les premiers informés avec absolumentfan.com. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.
Valérie, on va parler de popote roulante pour conclure notre émission Côte-Nord Attitude. Tu sais qu'on est en plein cœur de la 12e semaine québécoise des popotes roulantes. Elle a pour terme alimenter le maintien à domicile, un repas à la fois. Dans notre région, le Centre d'action bénévole de Port-Cartier est très impliqué à gérer la popote roulante du côté de Port-Cartier. Madame Laurentia Bond est directrice du Centre d'action bénévole. Bonjour, Madame Bond. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Là, on s'appelle vraiment Centre d'action bénévole, là. Centre de bénévolat. Vous avez tout changé, vos logos, vos affaires? On a changé ça en juin dernier, effectivement, pour répondre à une demande de la Fédération qui souhaitait qu'on ait tous le même vocable. Oui, mais c'est pas partout que c'est les centres d'action bénévole qui donnent des services comme la popote roulante, là. À Port-Cartier, vous offrez vraiment plusieurs services, un peu à la même clientèle des aînés, finalement. À la clientèle des aînés en perte d'autonomie, effectivement. On a d'autres clientèles aussi pour nos autres services, mais en ce qui concerne la popote, c'est des aînés. Oui. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est, là. Il y a un regroupement des popotes roulantes au Québec. Il y a une semaine québécoise des popotes roulantes. Qu'est-ce que c'est exactement une popote roulante? Le principe de base, c'est qu'on aide les gens, on leur prépare des repas, là. Oui, effectivement. Puis une popote roulante, ça a plein de fonctions. Ça l'amène, on s'assure que la clientèle reçoit un repas sain et équilibré, de la soupe, le mets principal et le dessert préparé maison. Il y a aussi la vigie qu'on peut apporter auprès des aînés, parce que c'est sûr que le bénévole livreur, lui, à chaque fois qu'il se présente chez le client, il est en mesure de constater la condition générale du client. S'il y a détérioration, on est capable d'intervenir, d'appeler la famille, d'appeler les intervenants. Fait que ça a ça comme importance aussi en même temps. C'est plus qu'un repas. Ben des fois, c'est ça peut être leur seule visite dans la journée, ces gens-là, là. Si là, il s'est passé quelque chose, leur état de santé s'est détérioré, cette personne-là peut venir en aide, finalement. Exactement, et c'est là l'importance de la livraison à domicile. Et du côté de Port-Cartier, comment ça fonctionne? Vous préparez ça, dans vos locaux au Centre d'action bénévole? Oui, nous, c'est préparé par notre cuisinière, puis c'est des menus qui sont préparés 1 mois à l'avance, des fois des menus 3 mois à l'avance. Les gens savent déjà qu'est-ce qu'ils vont avoir au menu. Et la coordination les appelle la journée, la veille de la livraison. Si on livre 4 jours semaine, ben c'est sûr qu'elle appelle régulièrement durant la semaine. Fait que même ceux qu'on livre pas parce qu'ils ont fait le choix de pas avoir ce repas-là, on a quand même des nouvelles de ces gens-là. On est en mesure de leur parler de façon hebdomadaire. Actuellement, là, c'est quoi? Entre 25 et 35 repas, vous servez ça 4 midis par semaine au Centre d'action bénévole à Port-Cartier. Exactement. Ça prend des bénévoles pour faire ça, Madame Bond? Est-ce que vous avez une bonne équipe? Nous, on a 2 bénévoles baladeurs-livreurs par jour qui partent sur la route. Depuis un certain temps, c'est la même équipe, les 2 mêmes personnes. Dans la cuisine, nous, à Port-Cartier, on n'a jamais réussi à avoir de cuisinière bénévole. Donc, c'est une personne rémunérée qui est là pour nos autres activités, entre autres le centre de jour et tout ça. Donc, elle prépare l'ensemble des repas. OK. Puis éventuellement, ça peut servir à d'autres activités, quoi. Ces gens-là sont mobilisés principalement sur la popote roulante. Nos 2 bénévoles baladeurs-livreurs, oui. Puis sinon, c'est ça, les repas servent pour d'autres services de l'organisation aussi. OK. Puis moi, j'ai vérifié avec le Centre intégré de santé, là, le conseiller en communication Pascal Paradis, ils m'ont répondu à quelques questions concernant cette île. On sait que, le Centre d'action bénévole ici, là, a eu un litige, si on veut, avec le 6 Côte-Nord, mais le service de popote roulante à cette île, il fonctionne encore. On sert à cette île, là, on m'a donné les chiffres, entre 33 et 45 personnes desservies chaque jour du côté de cette île. Les repas, c'est donné à un traiteur, à Mel Traiteur, qui cuisine les repas, puis c'est distribué par la coopérative d'aide à domicile. Le CIS tient à maintenir des services comme ça, c'est parce qu'on le sait au niveau du gouvernement que c'est essentiel, hein? Exactement. Moi, je suis consciente que dans le fond, c'est le dernier service, ça, et le transport, c'est les services qui font qu'on peut maintenir nos aînés le plus longtemps possible à domicile. C'est des services prioritaires. Après, c'est souvent l'hébergement qui entre en ligne de compte. Parce que je voyais justement le communiqué du regroupement des popotes roulantes du Québec. Là, on parle de perte d'autonomie. Ça touche plus du quart, plus que 25% des aînés. C'est quand même important, ça. Oui. Nous, je vous dirais qu'il y a des popotes roulantes qui ont des critères plus stricts que les nôtres. C'est sûr que nous autres, on n'a pas, je vous disais, entre 25 et 35 quotidiennement.
on peut se permettre d'être un petit peu plus ouvert. Dans le fond, nous, le critère à Port-Cartier, c'est 65 ans et plus, parce qu'on considère que ça se peut que les gens, à partir de cet âge-là, ont des besoins de garder leur énergie pour faire d'autres activités. Donc, on leur accorde le privilège d'avoir accès à la popote roulante. Des services très engorgés pourraient prendre des mesures autres, mais nous, je vous dirais que c'est pas la majeure partie de notre clientèle qui est autour du 65. C'est majoritairement des gens de 75 ans et plus, là. Ça doit apprécier, Madame Bond, des services comme ça de la clientèle, là, même si c'est pas des gens qui se déplacent, qui vont chez vous au centre d'action bénévole, ils doivent vous le faire savoir que c'est apprécié, ces choses-là, hein? Exactement. Puis ce qu'on sait, des fois, on a des périodes où on peut pas livrer, exemple en période estivale, ça a pu arriver à certains moments où on était 2 semaines pour le congé des employés qu'on n'en livrait pas. Puis les gens trouvent que c'est pénalisant pour eux parce que souvent c'est 4 bons repas chauds qu'ils reçoivent à la maison de façon hebdomadaire. Donc pour eux autres, c'est important. Puis en plus, on leur donne la possibilité d'acheter plus d'un repas par jour. Donc ils pourraient s'en acheter puis les mettre à surgeler puis les avoir en réserve là, pour des repas où ils en auraient besoin. Le Centre d'action bénévole a d'autres services pour ces gens-là, les personnes âgées. Il y a d'autres organismes aussi à Port-Cartier qui viennent en aide à cette clientèle-là. Ils ont des organisations de loisirs aussi, ces gens-là. Les clubs de l'âge d'or, je pense qu'il y en a 2, sinon 3, sur le territoire de la ville de Port-Cartier, des clubs de l'âge d'or. Est-ce que vous considérez que vos aînés là à Port-Cartier sont bien encadrés, ils ont tout ce qu'il faut pour une bonne qualité de vie? Moi, je pense qu'on est assez bien structuré au niveau des aînés, mais je vous dirais qu'il y a toujours place à l'amélioration. Hein. J'ai fait partie du comité MADA, fait qu'on a établi des priorités qui vont être regardées par la municipalité et le comité là, dans les années à venir, mais il y a toujours place à s'améliorer. Oui, c'est ça. On a des messages à la municipalité. Dans le cadre du comité MADA, justement, on a pu les identifier, les choses qu'on aimerait améliorer, j'imagine. Exactement. Ça a été stipulé dans la politique, puis c'est des choses qui vont être suivies de façon assez étroite. Dans le fond, l'amélioration de la qualité de vie des aînés, souvent, ça améliore la qualité de vie pour toute la famille. Si on pense, exemple, à on parle de qualité de vie, l'accès plus facile au fauteuil roulant, ben c'est aussi l'accès plus facile à la jeune maman qui a une poussette roulante, là. Fait que c'est pas vrai que c'est toujours juste pour les aînés. Ça améliore la qualité de vie pour tout le monde, je crois, dans une communauté. Oui, puis en même temps, souvent, ça dépend des fonds publics. Hein. Il y a un centre de santé à Port-Cartier qui fait ce qu'il peut avec l'argent qu'ils ont. Tous les employés sont remplis de bonne volonté, mais des fois, ça prend de la bonne volonté politique aussi quand même. Oui, ben je pense que présentement, on est dans une ère où la bonne volonté de tout le monde est mise à profit, je crois. Bon. Ben, Madame Laurentia Bond, je rappelle que vous êtes directrice générale du Centre d'action bénévole de Port-Cartier. Un gros merci pour toutes ces informations là dans le cadre de la semaine des popotes roulantes au Québec. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Ben Valérie, ça complète presque notre émission Côte-Nord Attitude. Je suis content, moi je viens d'avoir une belle invitation pour le mardi 11 avril. Ça va être une conférence de presse où on va dévoiler toute la programmation du Salon du Livre. Oui, Toi, tu la connais puis tu veux pas nous la dire. Moi, là, je la depuis connais des mois, et parce que t'es impliqué comme bénévole au Salon du Livre. Ça commence à être de plus en plus difficile de me tenir la langue d'ailleurs. Donc j'ai hâte à cette conférence de presse. Moi aussi, j'ai hâte au 11 avril. Demain, à Côte-Nord Attitude, on aura, entre autres, on va parler du Télé-Radioton, les Limes des Sables, ça s'en vient, hein, c'est dimanche du côté des Galeries Montagnaises à Sept-Îles. On va parler aussi de la course des bouts de chou de l'organisme Galixtrem au ski là, du côté de la station de Galix. Et on va parler du tournoi de hockey, le championnat régional de hockey mineur qui se déroule du côté de Sept-Îles. Il y a des équipes de Tadoussac à Natashquan qui sont chez nous dans nos 3 arénas de Sept-Îles, Maliotenam cette fin de semaine. Alors tout ça au menu de Côte-Nord Attitude de demain. Au revoir tout le monde.